Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à la maison Marie Pagé et on va parler de vie. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Moi, je vous reviens, je vais juste aller me changer. Émilie, Maggie, bonjour. Bonjour. Allô? Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. fait Merci à vous plaisir. d'être là. Donc, on est à la maison Marie Pagé, qui est une maison de fin de vie. Oui. Moi, on me dit maison de fin de vie, puis je trouve ça tragique. Mais est-ce que Mhm. c'est le cas nécessairement? Pas du tout. C'est pas tragique. En fait, c'est même joyeux souvent parce qu'on voit plein de beaux moments. Puis on est choyé de pouvoir faire ce travail-là, d'accompagner les gens dans la fin de leur vie, mais aussi les familles dans ce cheminement-là. Puis de ton côté, Maggie, avec les bénévoles, Oui. ben Puis quand une personne nous donne le droit de l'accompagner dans sa fin de vie, mais c'est un privilège, comme disait Émilie. Puis, tu sais, moi, les bénévoles, tu sais, mon rôle, c'est de travailler avec des gens qui sont ici parce qu'ils ont envie d'être ici, là, pas parce qu'ils viennent, parce qu'ils doivent, parce qu'ils ont envie d'être dans la maison, parce qu'ils se sentent bien quand ils sont avec nous. Mhm. même Ça, chose. ça prend quand même une certaine vocation pour, entre guillemets, là, la vocation pour côtoyer la mort au quotidien. Là. Peut-être pas une vocation, mais plus un intérêt pour le genre de soins puis pour cette espèce d'accompagnement-là qui a à être fait avec ces gens-là. Parce que c'est sûr que c'est différent que d'offrir des soins à des personnes qu'on veut guérir d'une maladie, qu'on veut voir évoluer puis sortir de leur milieu pour un retour à la vie normale. C'est sûr que c'est pas ce qui se passe ici. Mais les gens qui sont ici, là, ils sont ici par choix parce qu'ils ont envie de donner ces soins-là, d'être présents auprès de ces personnes-là, de ces familles-là, pour plein de raisons. Souvent parce qu'ils ont passé par là eux-mêmes puis qu'ils ont envie de partager puis de faire la différence dans la vie des gens en fin de vie puis des familles qui les accompagnent à la hauteur de ce qu'eux ont eu ou auraient voulu avoir. Là. Mais ouais, c'est pas n'importe qui travaille en soins palliatifs, là, mais c'est ça. Mhm. Mais c'est un très beau milieu. Mm. Puis justement, pour les bénévoles qui viennent ici, est-ce que dès le départ, il y a une certaine formation, un certain accompagnement qui est donné? Les bénévoles qui viennent ici suivent la formation d'Albatros. C'est un 18 heures. Il y a un 36 heures qui existe pour l'accompagnement à domicile, mais nous, pour l'accompagnement ici en maison de soins Perles, c'est un 18 heures. Donc, il y a des bénévoles qui vont commencer avant d'avoir suivi la formation, mais sinon, ils vont suivre la formation une fois qu'ils sont arrivés. Donc, ça les outille au niveau de la communication, au niveau des douleurs, au niveau du deuil, de l'agonie. Tu sais, il va y avoir des sujets qui vont être traités avec eux, puis ils sont quand même encadrés là, dans la maison aussi. OK. Je vous avouerais que moi, je préparais l'entrevue hier, puis je me demandais vraiment comment aborder ça, par quel bout la prendre. Tu sais, est-ce que c'est dramatique, la mort, ou est-ce que c'est joyeux, ou est-ce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière? Donc, tu sais, pour toi, Émilie, je sais pas de... C'est ça. C'est pas joyeux, la mort. C'est sûr que de perdre quelqu'un, c'est pas joyeux. Là. C'est toujours triste. Ça fait partie des émotions normales du deuil. Par contre, c'est pas triste dans la maison. Ça va être triste dans la chambre de la famille qui vit ce départ-là. Mais dans la maison, on est toujours heureux de travailler, d'offrir des soins de qualité à ces gens-là, d'accompagner ces familles-là, de faire la différence, parce que c'est vraiment ça. Ici, on fait la différence auprès d'eux. Puis, on crée une espèce de... Bon, on parle beaucoup de bulles avec la COVID, là, mais ici, c'est une grande bulle familiale de bénévoles, d'employés, puis s'incorporent à cette bulle-là tous nos résidents puis leurs familles. On développe des liens avec eux. Il y a certaines familles qui vont nous toucher plus aussi, puis qui... C'est sûr que ça fait quelque chose parfois quand ils partent, mais tu sais, sur ta question, voir qu'est-ce que c'est triste la mort. Moi, pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Tu sais, quand on ne l'a pas côtoyé, quand on n'a pas été proche au départ, c'est quelque chose qui nous fait peur parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie de la vie, puis on sait que c'est inévitable. Exact. Puis c'est ça. On fait la différence dans la vie de ces gens-là.
ici, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour leur rendre ça le plus beau possible. Quand ils sont admis, on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient manger pour leur faire plaisir, c'est quoi les petites choses qu'on peut faire qui peuvent faire en sorte qu'ils vont vivre des belles journées. Puis, tu sais, des fois, c'est quelques jours, des fois, c'est quelques semaines, quelques mois qui sont encore là avec nous. Fait que, tu sais, ça peut pas être triste tout le temps, là, c'est impossible. Là. Fait que, comme je dis, dans une chambre où il y a un décès, c'est sûr qu'il y a une certaine tristesse, mais dans le restant, c'est un milieu de travail comme un autre. C'est sûr que c'est pas un party là, à tous les jours quand on travaille. Il y a une certaine... il y a un certain climat de sérénité, tu sais, il y a un calme qui s'installe, mais il y a de la vie quand même. Puis tous les gens qui rentrent ici souvent nous disent, ben j'aurais pensé que justement ce serait triste, puis tu sais, difficile, mais finalement pas du tout. On est bien quand on est chez vous, il y a une belle ambiance, on se sent bien, tu sais, puis c'est la même chose, en fait, pour les employés, les bénévoles. Dans le fond, ils ont choisi, autant les bénévoles que les employés, de venir travailler avec nous, puis de travailler dans ce milieu-là, d'accompagner ces familles-là. Donc, ici, c'est leur dernière maison, dans le fond, donc ça doit d'être chaleureux, d'être familial, d'être joyeux aussi par moments. Fait que c'est ça la mission de votre organisme, dans le fond, de créer un lieu serein pour accueillir les gens. Oui. Dans la continuité du domicile. Essayer de reproduire autant que possible ce qui se ferait dans une maison. Fait que chacun, à sa façon, fait son petit bout pour essayer de rendre ça le plus familial puis le plus représentatif du domicile de la personne. Autant dans la décoration de leur chambre, quand ils arrivent, ils ont le droit d'apporter des choses de la maison, que dans la confection des menus que Maggie fait en essayant de faire plaisir à tout le monde. Voir ce qu'ils ont envie de manger, ce qui leur ferait du bien. Les bains, la personne prend un bain tous les soirs chez elle, bien, il va avoir un bain ici tous les soirs si c'est ce qu'il veut. T'sais, on essaie vraiment de garder les habitudes de la maison, mais ici, dans le fond, pour que la personne soit le mieux possible. C'est vraiment ça la mission de la Maison Mère Pagé, offrir des soins palliatifs dans un cadre familial le plus près possible de ce qui se produirait si la personne était à la maison. Okay. Les personnes, s'ils vont se lever à l'heure qu'ils ont envie de se lever, ils vont manger à l'heure qu'ils ont envie de se... C'est pas comme dans une institution, un petit peu comme à l'hôpital et tout. Là. Ici, c'est... Ou comme un CHSLD, c'est un peu le même objectif, mais pas le même encadrement. Exactement. En fait, en CHSLD, il y a un cadre plus serré parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont plus de résidents, puis bien, ça ne fonctionne pas de la même façon. T'sais, ils ont des cuisinières à heure fixe, j'imagine, je connais pas tant, mais alors qu'ici, bien, c'est des bénévoles qui viennent offrir ce temps-là, puis nous, on s'adapte aux résidents. C'est pas aux résidents s'adapter à nous, dans le fond. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Puis il y a combien de... Vous accueillez combien de gens en moyenne? En moyenne, dans une année, on accueille environ 115 résidents différents. C'est vraiment une moyenne. C'est sûr que là, la dernière année avec la COVID, ça a été beaucoup plus difficile. On a eu beaucoup de restrictions par rapport aux visiteurs. Il y a eu des difficultés aussi au niveau du personnel, puis autant aussi au niveau des bénévoles, ce qui a fait en sorte qu'il y a des moments où on a dû réduire notre capacité d'accueil. Fait qu'au courant de la dernière année, ça a été plus autour de 90 personnes qu'on a pu admettre, là, accueillir. Mais en général, une année normale, c'est autour d'environ 115 personnes qu'on accueille. Puis Maggie, 115 personnes dans une année, on parle beaucoup de la présence des bénévoles. Ça en prend combien dans une année, des bénévoles? Avant la pandémie, ici, il y avait 165 bénévoles approximativement là, par année. Donc 150 actifs parce que l'hiver, il y en a toujours qui partent pour la Floride, pour les vacances, puis l'été, il y en a qui prennent des vacances et tout. Donc c'est sûr qu'avec la pandémie, on en a perdu. Comme disait Émilie, on a eu gros des restrictions. T'sais, il y avait aussi au niveau de l'équipement de protection, les masques, les gens qui sont moins à l'aise avec ça. En ce moment, on en a 120 qui sont actifs. Donc c'est sûr qu'il nous manque des bénévoles. On est chanceux parce qu'on a des bénévoles qui en font plus qu'à l'habitude, qui sont dévoués. Nos bénévoles sont très engagés face à la maison. On les appelle, puis ils vont se déplacer, puis ils vont venir, puis ils le font pour les résidents, puis pour les familles, mais on a un besoin de bénévoles supplémentaires. Est-ce que des fois, les familles viennent prêter main forte aussi, les familles des proches ou des les résidents? familles, pas comme bénévoles, mais ils vont prêter main forte à leur façon, à leurs proches, puis participer à... Je pense qu'ils peuvent participer aux soins s'ils veulent. Oui, c'est ça. En fait, les familles ne sont pas appelées à être bénévoles durant leur séjour ici. C'est sûr qu'il y en a. À chaque année, il y en a quelques-uns qui disent bien, moi, je vais revenir comme bénévole maintenant que j'ai connu ce que c'est, que cet accompagnement-là. Ça, c'est une chose. Mais quand on est vraiment ici en tant que proche d'une personne en fin de vie, bien, en fait,
nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur laisse la place qu'ils veulent bien prendre auprès de leurs proches. Ça veut dire qu'il y en a certaines familles qui vont être présentes pour faire les soins d'hygiène, qui vont venir ici pour faire manger leurs proches. Vraiment, ça, c'est accepté, c'est correct. Là, nous, on leur laisse champ libre. On va aller là où eux, leurs limites s'arrêtent. Fait que dans le fond, c'est un partenariat qu'on établit avec les familles. Il y a des familles qui ont plus de limites que d'autres, puis c'est vraiment correct comme ça. On est là pour ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses qu'en tant qu'employé ou bénévole, on ne peut pas faire. Donc, il y a des responsabilités qui demeurent là, au niveau des familles, c'est-à-dire, par exemple, le soir, la nuit, quand on a moins de membres de personnel ou de bénévoles, si on avait des résidents qui deviennent plus confus ou qui ont des besoins d'accompagnement parce qu'il y a de l'anxiété qui s'installe, peu importe, bien, on doit faire appel à ce moment-là aux familles parce que c'est leur rôle à eux de faire cet accompagnement-là à ce moment-là. Parce que ce qui est rassurant pour ces gens-là, c'est le visage connu de leurs proches, leur voix. Moi qui ne me connaissent pas, l'employé qui change aux 3 ou 4 jours, le bénévole qui change à toutes les 4 heures, c'est pas significatif. Ça rajoute à la pour eux. confusion. Oui, fait que la place des familles, le minimum est vraiment là, d'être disponible quand on a besoin pour venir supporter l'équipe par leur présence auprès de leurs proches. Ça, c'est vraiment la responsabilité minimale de chacune des familles de nos résidents. Parce qu'en tant que tel, Maison Marie-Pagé, vous êtes un organisme à but non lucratif ou vous êtes un prolongement du CIUS? Non, on est vraiment un organisme privé à but non lucratif. Donc, on vit de subventions qu'on reçoit du ministère de la Santé et des Services sociaux à la lumière qu'on rencontre les exigences qu'ils nous soumettent là, au niveau de la sécurité puis de la qualité des soins qu'on offre. Et aussi des dons qu'on reçoit là, de la communauté, là, soit après un décès ou par dons généraux là, qu'on appelle. 75 environ de notre financement provient des subventions qu'on reçoit du ministère. Le restant, on va vraiment le chercher dans la population. C'est pour ça que c'est important là, quand on a des campagnes de financement. C'est important pour nous. On n'en a pas beaucoup, mais quand on en a une, on y tient puis on fait ce qu'on peut pour aller l'amener au plus qu'on peut, là, le plus loin qu'on peut, parce que c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'on est fonctionnel. Puis, si on n'avait pas les bénévoles, clairement, là, on ne pourrait pas demeurer ouverte parce qu'on n'y arriverait pas financièrement à subvenir à tous ces salaires-là là, qui sont requis. Là, quand même, toutes les heures de bénévolat que Maggie nomme, là, ça représente au moins 2 employés de plus par jour, là, minimum. Là. Fait que c'est vraiment... Ce serait impossible là, d'arriver à tout faire. Là. Puis même, je dis 2, c'est 3, en fait, là, quand on considère la cuisine là, aussi. Là. Fait que c'est impossible pour nous là, de penser que sans bénévoles, on pourrait fonctionner. Là. C'est vraiment un modèle qui est fait comme ça. Puis c'est ça. Puis ça apporte aussi de la fraîcheur, une couleur différente à la maison parce que chaque bénévole apporte un peu son vécu, apporte pourquoi il est ici, qu'est-ce qu'il touche dans ça. Puis ils font pas les choses de la même façon. Ils viennent juste pour donner leur temps, pour faire du bien aux autres, pour être présents. Ils viennent... souvent, les bénévoles, on leur dit dans les formations, c'est d'arriver ici dans l'ouverture. Tu sais pas, chaque fois qu'ils viennent ici, c'est différent. Une journée, ils peuvent être plus occupés. Une journée, ils vont avoir un moment avec un résident qui avait envie de parler. Donc, ils viennent ici dans l'ouverture. Puis, je pense que ça leur apporte à eux, mais ça leur apporte beaucoup à la maison aussi, la couleur, la fraîcheur de chaque personne qui vient ici. Oui. Bien, surtout, tu as mentionné aussi l'étendue des tâches qui sont demandées aux bénévoles. Il y a beaucoup plus que juste des soins, parce que si vous parlez de l'encadrement, on est ici, on a un grand terrain, il y a de l'espace, tout ça. Bien, justement, ça, c'est de l'entretien. Puis payer quelqu'un pour entretenir ça. Oh, oui. Exact. On a une équipe qui s'occupe du terrain ici, là, c'est incroyable. Là, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font pour les flancs, là, les heures qui passent ici. C'est un bénévole qui vient tondre la pelouse à toutes les semaines. C'est ça, c'est vraiment... les bénévoles sont très, très importants pour la Maison Marie-Pagé, vraiment. Là, c'est important partout, là, mais ici, ça a vraiment une autre signification, le bénévolat. Ouais. Puis on le sent que pour eux, c'est un engagement puis que c'est important là, d'être là. Tu mentionnais un peu plus tôt la Fondation Albatros. Qu'est-ce que c'est? Formation Albatros. En fait, on travaille en partenariat avec le mouvement Albatros parce que, dans le fond, le mouvement Albatros existe depuis très longtemps, puis eux, leur mission, c'est de faire de l'accompagnement à domicile auprès des personnes en fin de vie. Puis la maison est née de personnes qui faisaient du bénévolat à Albatros, puis qui
ont constaté avec le temps qu'il n'y avait pas de milieu adapté pour les gens qui sont en fin de vie à domicile, mais qui ne peuvent pas rester à domicile. Donc, l'idée est venue de là, de faire une maison de soins palliatifs. Ça existait déjà ailleurs, mais pas ici. Jusqu'à quel point le CIUS est présent pour vous dire comment vous comporter, quoi faire? En fait, le ministère permet l'ouverture d'une maison de soins palliatifs. Par contre, chaque maison, même si elle est privée, doit vraiment répondre aux exigences du ministère pour pouvoir être agrémentée. Puis c'est l'agrément qui nous permet d'être ouvert puis de poursuivre, de demeurer ouvert. Chaque 5 ans, les maisons de soins PAL doivent faire une nouvelle demande au ministère pour avoir un nouvel agrément. OK. Puis, annuellement, le maintien de l'agrément est fait par le CIUS. Dans le fond, le CIUS est mandaté par le ministère pour venir s'assurer qu'on répond aux critères qu'ils nous ont donnés à l'ouverture, puis à chaque 5 ans. Et quand le CIUS dit « oui, tout est beau, parfait », bien là, ils vont envoyer aussi les subventions qui vont avec. Donc, tout le fonctionnement d'une maison de soins palliatifs en ce moment, peu importe son emplacement au Québec, est tributaire du maintien de son agrément par le fait qu'elle répond aux exigences qui sont mises en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux. OK. Mais il y a encore, vous avez quand même une certaine autonomie, là. Oui. Vous ne faites pas souffler dans le cou tous les jours par Non, par dans le CIUS. fond, on est responsable de la gestion puis du fonctionnement de nos maisons. Par contre, on doit rendre des comptes vraiment annuellement. Puis des fois, même, c'est aux 3 mois au niveau des statistiques, entre autres, au ministère, là, dans le but de s'assurer qu'on rencontre leurs exigences. Mais dans le fonctionnement de la maison, c'est nous qui décidons ça. C'est notre droit de gérance. Mais on est vraiment soumis, comme en ce moment, toutes les directives qui sont émises par le ministère par rapport à la COVID. On se doit de les appliquer aussi, Ouais. même si on est un organisme privé à but non lucratif, parce que ça fait partie des exigences que le ministère a envers nous, soit de répondre à ces exigences-là, dans le fond, à ces directives-là. Fait que des fois, bien, surtout au début de la pandémie, quand il y avait des contraintes par rapport aux visiteurs, quand on devait demander à nos résidents de nous donner une liste de 4-5 personnes qu'ils voulaient voir pendant leur séjour, qu'on ne savait pas combien de temps qu'il durait, puis si tu n'étais pas dans cette liste-là, tu ne pouvais pas venir. Il y a même eu des moments, un samedi, entre autres, je m'en rappelle, puis à ce moment-là, toi, tu étais bénévole C'était mon encore. dernier matin de bénévole. Je suis venue Oui. ici avec Nathalie, la directrice, pour venir annoncer aux familles qu'il n'y avait plus le droit d'avoir de visite à partir du lendemain matin. Puis nous-mêmes, on l'avait appris à TVA OK. Nouvelles le vendredi soir. Là. Oh, OK. Ouais, ça a été dur. Ça allait pas mal à l'encontre de nos valeurs puis du fonctionnement de la maison. Là. Ça a été des moments un peu difficiles. En fait, pas rien qu'un peu, pas mal. Ouais. Puis en équipe, on a réussi à surmonter ça. Puis c'est sûr que là, le rôle des bénévoles puis l'accompagnement des employés aussi, parce qu'il y a eu un moment où il y avait moins de bénévoles qui pouvaient venir, le 70 ans et plus, qui restaient à la maison, ceux qui ne voulaient pas le masque, ceux qui étaient immunosupprimés. Puis il y a eu le premier mois, le mois de mai, où il n'y en avait pas du tout. C'est ça, il fallait restreindre le plus possible le nombre de personnes qui venaient à la maison. Ça a été vraiment Les premières semaines ont été très difficiles, puis les employés ont dû pallier à beaucoup de choses. Le toute autre tâche connexe a pris un autre sens pour tout le monde, là. Puis ça le fait prendre conscience, par exemple, aux gens, la valeur du bénévolat, puis la valeur aussi de la présence des familles. Mais c'était vraiment pas facile de voir nos résidents vivre leurs derniers moments isolés, à devoir faire un choix entre tel enfant puis tel enfant, parce qu'à ce moment-là, peu importe c'était qui, c'était 5, c'était 4, on n'avait pas le choix. Puis ça l'a amené des conflits, ça l'a amené même juste à l'interne, là, entre nous, là, des conflits de valeurs, essayer de trouver là, un sens à ça, là, c'était comme vraiment difficile. Là. Puis, on a trouvé des façons à notre couleur d'amener un peu tout ça au mieux, puis d'accompagner les familles. On a approché des lits, des fenêtres pour les chambres où la fenêtre était accessible par le plancher. Pour permettre que, plus de gens qui c'est ça, voir. ils ne pouvaient pas venir à l'intérieur, mais ils pouvaient se relayer à la fenêtre, se parler, on rouvrait la fenêtre. On a eu l'achat des tablettes électroniques, on a essayé d'accompagner des personnes âgées qui ne savaient pas comment les utiliser, bien, pour avoir des contacts avec leur famille, des rencontres prévues d'avance, les préposés, les employés.
même des fois des bénévoles y allaient les aider. Tu sais, on va appeler monsieur, madame une telle. On a fait vraiment de notre mieux, à la limite de ce qu'on pouvait, pour essayer de garder vraiment ce contact-là avec les proches, parce que c'est super important pour ces gens-là. Il y avait une période où c'était limité par jour. Là. Puis, tu sais que c'est la dernière journée de la personne, mais tu sais, si c'est 4 personnes, c'est 4 personnes, même si tu en as 5 enfants. Là. Il y en a juste 4 qui vont venir. C'était inhumain, en fait. Vous, là, c'était inhumain. Tu sais, on a eu, je vais me rappeler toute ma vie, là, un patient dans une chambre qui a finalement est décédé. Puis à ce moment-là, c'était 2 visiteurs à la fois maximum. Puis était présent à la maison son fils, le frère du résident, puis sa conjointe. Puis le patient est décédé au moment où la conjointe venait de sortir pour laisser sa place au frère du résident. Tu sais, c'était des fois des situations qui nous est venues nous chercher, là, puis qu'on se disait, tu sais, je peux pas croire qu'on vit ça en ce moment. Puis de l'autre côté, bien, on se dit, bien, il y en a d'autres qui sont à l'hôpital qui, eux, n'ont même pas cette chance-là tout court, sont vraiment toutes seules, là, tu sais. Puis on voyait les CHSLD, ce qui se passait à la télé. Fait qu'on allait essayer de chercher un peu de positif dans tout ça, mais c'était pas facile, là. C'était pas facile. Puis là, ça s'est rétabli? Vous avez comme plus d'ouverture maintenant? Oui, en ce moment. En fait, ça fait presque 1 an, là. C'est pas mal 1 an que les restrictions qui sont en cours, en fait, tous les milieux qui accueillent des soins palliatifs, incluant les maisons de soins palliatifs, ont droit à avoir un nombre plus grand de visiteurs depuis 1 an. Ici, particulièrement, ce qui était ce qui est en vigueur depuis à peu près juin, là, avec le fait qu'on soit passé en zone verte, c'est que les résidents ont droit à avoir 9 visiteurs à la fois maximum dans leur chambre, puis il n'y a pas de nombre par jour. Fait qu'il pourrait y avoir 36 personnes différentes qui passeraient. Ce serait pas grave pourvu qu'il n'y ait pas plus de 9 personnes dans la chambre. On s'entend qu'à la base, nos chambres sont pas... sont grandes, là, mais 9 personnes, ça fait quand même un peu beaucoup, là. Fait que, tu sais, d'emblée, même avant la COVID, c'est pas quelque chose qu'on voyait. Fait que, tu sais, cette restriction-là, elle est là sur papier, mais en vrai, c'est assez rare qu'on l'applique, là. Sinon, bien, à l'extérieur, bien, c'est sûr qu'il faut prendre en considération, bon, les emplacements des aires communes pour les résidents, la distanciation, tu sais, tout ça. Ça se rassemble aussi là, en environ 9 personnes, 10 personnes ensemble là, par spot, là, pourvu qu'on respecte là, la distanciation, là, mais on ne fait pas la police. Puis dans la maison aussi, ce qui est intéressant, je pense que c'est depuis la zone verte aussi, depuis juin, là, qu'on a des allègements parce que depuis le début de la COVID, les visiteurs n'avaient plus le droit de venir dans les aires communes. Ils ne pouvaient plus venir à la salle à manger, ils pouvaient venir au salon, on ne pouvait pas descendre en bas chercher un café. C'était, le visiteur entrait, il allait dans la chambre du résident, puis il restait là. Quand il sortait, c'était pour sortir et quitter, là. Puis qu'est-ce qui est beau dans la maison, c'est les familles aussi. Tu sais, parfois, nos bénévoles, les employés, c'est dans le salon, la salle à manger, puis c'est l'aspect familial de jaser avec les familles, d'être là, c'est l'ambiance qui est là. Puis là, on recommence à la vivre là, depuis cet été. Là. Fait que ces familles-là aussi ont besoin de soutien, ils ont besoin de place pour souffler, parce que si tu rentres dans la chambre, puis après ça, tu ressors, il faut peut-être que tu sois dans ta voiture. Exact. Tu peux pas décompresser. Non, c'est ça. Fait que là, d'avoir de la vie ça plus, c'est ça, ça fait vraiment du bien à tout le monde, là, tu sais. Vraiment. Puis aussi, depuis quelques temps... À nous autres aussi, là. Oui, c'est ça, à tout le monde. Et depuis quelque temps, les visiteurs qui sont doublement vaccinés là, ou considérés comme protégés selon s'ils ont eu la COVID ou pas, là, je connais pas les technicalités par cœur, peuvent retirer leur masque dans la chambre. Fait que ça aussi, là, c'est un gros plus. Nos visiteurs, ils mettent le masque quand ils circulent dans la maison, ils arrivent, puis ils l'enlèvent. Mais tous nos patients qui ont de la difficulté à entendre, bien là, c'est un beau plus pour eux aussi là, de pouvoir vraiment communiquer comme il faut avec leurs proches. Puis, tu sais, de voir les visages sans masque, là, ça permet d'avoir un petit peu de normalité à travers tout ça. C'est sûr que c'est tributaire de la zone verte. Fait que comment ça va évoluer dans le temps, bien là, on ne sait pas, mais on l'apprécie en ce moment. En ce moment, on l'apprécie. C'est ça, je pense que ça fait vraiment une grande différence, là. Ces allègements-là, en tout cas, dans la vie de nos résidents à nous, là, vraiment. Puis en terminant, tu avais mentionné un peu plus tôt que des fois, vous faites des campagnes, des levées de fonds, etc. On parlait de la recherche de bénévoles aussi. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour vous d'ici la fin de l'année?
pour... d'ici quelques semaines. Oui, d'ici quelques semaines, on va avoir notre tirage annuel. Là, c'est sûr que c'est encore sous presse, fait que j'ai pas tous les détails malheureusement. Je sais pas si toi tu as plus d'informations. Il va y avoir plusieurs prix cette année. Il y a plus de prix que les autres années antérieures. On a 20 000 en tout de prix. De prix à faire tirer, c'est toutes des commandites là, qu'on a reçues d'entreprises de la région. Les billets vont être en vente auprès des bénévoles, auprès des employés, ici à la Maison Mère Pagé, puis aussi en ligne. C'est une nouveauté de l'année dernière. Ça a très bien fonctionné. L'année dernière, c'était notre meilleure année depuis le début. Ça fait 7 ans. C'est notre meilleure année l'année dernière. Donc, cette année, on a haussé notre nombre de billets à vendre. On s'est donné un défi. Espérons que ça va bien aller. Puis, c'est ça. Sinon, après ça, ça va aller plus... C'est une plus grande campagne de financement. C'est ça. Okay. Annuel, c'est vraiment notre grande campagne de financement. Après ça, les prochaines, ça va aller en 2022. Là. Comme je dis, on n'en a pas beaucoup, mais quand il y en a une, elle est d'envergure. Puis pour nous, elle nous demande beaucoup de temps. C'est aussi beaucoup de bénévoles qui s'en occupent. Puis les bénévoles, on est toujours en recrutement. Okay. Donc, les gens qui ont envie d'être ici peuvent appeler. Des fois, les gens disent ça, j'ai pas ma formation. C'est l'information savoir quand est-ce qu'ils vont avoir une formation Albatros, mais ils peuvent venir nous rencontrer. Non. Ils viennent voir à la maison, puis si, selon le secteur d'activité où ils décident d'aller, le service qu'ils choisissent, on les oriente avec des bénévoles, ils ont leur formation à l'interne. Par la suite, ils peuvent suivre Albatros, mais ils peuvent intégrer la maison. Il y a du personnel qui est là pour les encadrer. Là. Okay. Donc, c'est pas nécessaire de faire leur formation Albatros avant d'entrer ici. Parfait. Même chose pour le personnel. Oui. Le recrutement du personnel, c'est un défi partout ici aussi. Fait que des gens, des fois, qui veulent compléter un horaire ou changer de carrière en fin de carrière, là, nous, on est toujours ouverts. Bon, bien, le message est lancé. Alors, pour les gens qui veulent venir travailler ici, on s'adresse à Émilie Beauchesne. Oui. Et pour les gens qui veulent venir donner du temps et être bénévole, c'est Maggie Aubert qui s'occupe de vous. Fait que, dans le fond, on les redirige sur le site web. Oui, sur le site web de la Maison Mère Pagé. Toutes les informations sont là dans la section carrière. Puis il y a même un formulaire pour les bénévoles qui peuvent rentrer directement en ligne, puis moi, je le reçois. Puis, c'est plus simple pour être bénévole qu'employé, mais là, c'est sûr que c'est pas les mêmes exigences. C'est pas les mêmes prérequis, hein? Non, c'est ça. Excellent. Bien, Maggie, Émilie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Suzanne Lénès. À bientôt. Bon, 3 chaises. Des voyages, je pense.